22h31 dans Week-end Direct. Nous recevons ce soir Éric Coquerel. Bonsoir Monsieur Coquerel, vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous. On va commencer avec la situation au Proche-Orient, le sort des otages retenus par le Hamas et ces vidéos qui nous sont parvenues ce soir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir passer, ces vidéos qui ont été diffusées par Tsahal, présentées comme des images de vidéosurveillance de l'hôpital Al-Shifa, qui est cet hôpital dans le nord de Gaza, dans lequel Tsahal mène des fouilles depuis plusieurs jours, parce qu'il soupçonne le Hamas de s'être servi de cet hôpital comme d'une base arrière, notamment pour mener l'attaque du 7 octobre. On voit, selon Tsahal, au moins deux otages qui ont été emmenés au sein de cet hôpital. Elles datent, ces images, du 7 octobre. La preuve, selon Tsahal, qu'il a dit lors d'une conférence de presse, que les hôpitaux sont bien utilisés par le Hamas pour mener ces opérations. Oui, c'est la justification d'ailleurs pour lesquelles Tsahal explique qu'il bombarde des hôpitaux et qu'il a des opérations militaires sur les hôpitaux. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que en 2009 et 2014, c'était déjà le cas. Et donc, il y a eu des rapports de l'ONU. 2009, c'était sur les hôpitaux Al-Quds, Al-Wafa, Al-Shifa, déjà le même. En 2014, c'était sur Al-Wafa. Et les deux rapports de l'ONU qui ont été faits postérieurement, tous les deux concluent sur le fait qu'il n'y a aucune preuve que derrière ces hôpitaux se tenaient, j'allais dire, des infrastructures militaires d'envergure. Bon. Là, si j'ai bien compris, il y a 2 jours, il y a eu une dizaine d'armes qui ont été trouvées, donc rien qui ne soit à la hauteur de ce que disaient les Israéliens par rapport à cet hôpital. Là, maintenant, on voit des tunnels, si j'ai bien compris, bon, ce qui n'est pas vraiment un scoop, puisqu'on nous dit depuis le départ que la bande de Gaza est remplie de tunnels. Où est-ce que vous voulez en venir? Vous ne croyez pas du tout au fait que cet hôpital d'Al-Shifa serve et puisse servir de base arrière au Hamas? Je vais dire deux choses. J'en viens au fait que rien ne justifie le fait que depuis maintenant 2 semaines, on ait eu plus de 12 000 morts civils sur la bande de Gaza, 4 500 enfants tués, alors même que d'après même les décomptes de l'armée israélienne, le nombre de membres du Hamas éliminés est infiniment inférieur à ce nombre-là. Donc déjà, voilà où je veux en venir. Et deuxièmement, personne ne nie la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Mais c'est là où vous voulez en venir. C'est pas une question humanitaire. C'est que moi, ce que je crois depuis le début, c'est que quand vous avez autant de civils qui meurent, c'est plus des victimes collatérales. C'est plus des victimes, de tristes victimes d'un conflit qui serait légitime. C'est qu'à un moment donné, on utilise une manière de gérer la bande de Gaza qui est celui, et c'est pas moi qui le dis, ça c'est l'ONU, qui parle de nettoyage ethnique, qui parle même de risque génocidaire, et c'est de ça dont il est question. Alors, vous comprendrez bien que le fait que pour l'instant on voit des images de tunnels sous l'hôpital qui laisseraient penser que peut-être c'était justifié, pour moi ce n'est pas justifiable. Ce ne sont pas, Éric Coquerel, en l'occurrence, que des images de tunnels. Là, ce sont au moins 2 otages, un Népalais, un Thaïlandais, qui ont été identifiés, qui auraient été amenés donc le 7 octobre. Vous ne croyez pas à ces images? Et donc, pour vous, ça veut dire que, pour l'instant, ce que disait, par exemple, M. Netanyahou, que tous les otages se situaient sous l'hôpital, d'ailleurs, ce qui est une manière curieuse de libérer des otages et de faire attention aux otages, ça c'est pas moi qui le dis, c'est M. Bourlange, hier, président de la Commission des Affaires étrangères, qui s'étonnait un peu de la stratégie utilisée par le gouvernement israélien pour faire en sorte que des otages finissent sains et saufs quand vous avez des bombardements intensifs, puisque si j'ai bien compris, il y a 2 jours, il y a une otage qui a été trouvée et dont le Hamas, c'est le Hamas certes, explique qu'elle est morte sous des bombardements. Ce que je veux vous dire, c'est que je vais attendre un peu plus d'informations que celle d'avoir des images de tunnels et le fait d'avoir 2 otages qui sont montrés par l'armée israélienne pour juger de ce qui se passe. Mais de toute façon, je vous le dis, je l'assume, je crois que rien ne peut justifier que vous tuiez autant de victimes, si ce n'est que l'objectif de guerre n'est peut-être pas seulement des représailles vis-à-vis du Hamas. Vous n'accordez pas la même, vous n'accordez pas, pardon, de faire en sorte que la bande de Gaza, soit nettoyée de ses habitants palestiniens. Vous n'accordez pas la même fiabilité aux chiffres donnés par, en l'occurrence, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza sur le bilan humain qu'aux images qui sont diffusées aujourd'hui par Tsahal. Alors, les chiffres du ministère de la Santé, tous les jours, ils sont également reportés par l'ONU sur place. Donc ça montre que quelque part l'échelle ne doit pas être tellement sidérante vu les dégâts pour que les chiffres paraissent complètement fantaisistes. Les chiffres du Hamas sont crédibles pour vous?
je sais pas, l'ONU les relaie en tant que tel. Et quand je vois les images, de bombardement de Gaza, je veux bien croire qu'il y a plusieurs milliers de victimes à partir du moment où ça se passe tel qu'on lit. Non, j'ai une question pour clarifier le propos de. Non, mais je vous ai clarifié. Non, c'est ça, sous peine d'inventaire. Hein. Le fait que le Hamas utilise, parce que c'est avéré, et vous le savez aussi, tout le monde le sait, des civils comme bouclier humain. Est-ce que ça vous inspire un commentaire ou une critique? Ah, mais je vous donne mon commentaire. Depuis le 7 octobre, je condamne fortement ce qu'a fait le Hamas. La question n'est pas là. La question, c'est qu'une fois que le Hamas... Laissez-moi terminer. Une fois que le Hamas a commis les massacres du 7 octobre, que le Hamas se serve de bouclier humain, ce qu'il faudrait... Je vous ai cité 2 rapports de l'ONU. Donc déjà, ça, c'est la version israélienne. Il faudrait quand même aller le vérifier. D'accord? Cette information-là qui laisserait penser que ça légitime le fait de tuer 12 000 personnes. Je vous dis, moi, que rien ne légitime le fait de tuer 12 000 victimes quand vous cherchez des membres du Hamas. Rien ne le justifie, sauf si vous voulez faire en sorte que ces victimes sortent de la bande de Gaza Nord, ce que veulent les Israéliens, voire même bientôt de la bande de Gaza Sud, et y compris qu'on fasse quelque part un sort aux Israéliens en Cisjordanie, parce que je vous rappelle qu'il y a 200 morts en Cisjordanie et que le Hamas n'y est pas. Juste pour comprendre, comment vous qualifiez aujourd'hui le Hamas? Ça reste pour vous des combattants, des forces combattantes? C'est des membres d'un groupe qui se réfère à une idéologie qui est tellement opposée à la mienne que je m'y oppose, d'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce contexte qui se passe là-bas, est-ce que c'est la guerre de religion à laquelle veut nous inviter à croire M. Netanyahou, qui laisserait supposer qu'on est en réalité derrière une coalition entre ce qu'il appelle les ténèbres, la lumière, c'est-à-dire Israël, et les ténèbres, c'est-à-dire en réalité les Palestiniens, ou est-ce qu'on est dans une guerre coloniale qui ne justifie pas ce qu'a pu faire le Hamas? Moi, je pense qu'on est dans une guerre coloniale, et c'est pour ça, je suis entièrement maintenant d'accord avec Emmanuel Macron quand il demande un cessez-le-feu et quand en même temps il met sur la table la question de négociation qui est une question géopolitique. Voilà ma réponse. S'il vous plaît. Juste sur l'expression guerre coloniale. Juste sur l'expression guerre coloniale. Jean-Sébastien, je voudrais un éclaircissement vous allez y venir. Sur l'expression guerre coloniale, est-ce que vous considérez qu'Israël, mais on ne part pas dans tous les sens, ça me paraît être un point absolument central du débat. C'est un État colonial, oui. Donc vous considérez qu'Israël n'a pas le droit d'exister, puisque 1948, le droit international et les Nations Unies reconnaissent à Israël le droit d'exister. Moi, je suis pour les résolutions de l'ONU. Vous considérez que c'est une colonie? Je suis pour les résolutions de l'ONU et je suis pour 2 États, qui est le droit à la sécurité. Donc ça n'est pas une guerre coloniale. Vous me laissez terminer? Mais si. Il y a 700 000 colons en ce moment en Cisjordanie, dans des territoires qui sont protégés théoriquement par le droit international. 700 000, ça c'est vos chiffres, il y en a 700 000 qui sont implantés. Depuis que M. Netanyahou a repris le gouvernement, c'est une implantation toujours plus agressive. Depuis le 7 octobre, il y a 200 morts, dont une grande partie due par les colons. Donc je vous dis, c'est une guerre coloniale qui prend la forme d'une colonisation en Cisjordanie et d'un blocus de ce que monsieur Védrine appelait lui-même un enfer à ciel ouvert pendant des années de Gaza et maintenant de l'envahissement de Gaza. Donc, je vous dis oui, je pense, moi, je vous dire le fond de ma pensée quelque part. Monsieur Netanyahou, en réalité, ne veut pas d'une solution à 2 États. Il nie le fait que la Palestine puisse avoir un État et le Hamas, quelque part, c'est la même chose. C'est-à-dire, il nie l'idée que Israël puisse avoir un État. Je pense que les deux, finalement, mènent une guerre et se ressemblent dans leur objectif de guerre. Mais sauf que celui qui, pour l'instant, se retrouve... Ce qu'on note, Éric Coquerel, c'est que lorsque vous êtes interrogé sur la manière... sur la manière dont vous qualifieriez le Hamas, vous refusez toujours d'employer le mot organisation terroriste. Oui, pour une bonne raison, et je vous l'explique, justement, parce que je pense que ce n'est pas une guerre de religion. Monsieur Netanyahou, depuis le début... Attendez, le terrorisme n'est pas lié à des guerres de religion, monsieur Coquerel. Monsieur Netanyahou, laissez-moi terminer. Non, mais vos confrères de l'AFP l'ont très bien caractérisé. Ils ont expliqué pourquoi le mot terroriste qu'ils utilisent entre guillemets est toujours une caractérisation politique. Les massacres du Hamas sont pour moi des crimes de guerre, des crimes inexcusables que je récuse totalement. Si M. Netanyahou, c'est lui qui a, depuis le début, voulu faire en sorte qu'il y ait une coalition contre ce qu'il appelait une organisation terroriste, référence à une similitude qui pourrait être faite
entre le Hamas et, par exemple, Al-Qaïda ou Daesh. Donc nous serions dans une lutte du bien contre le mal, des démocraties. Je ne crois absolument pas que nous soyons dans ce conflit. C'est pas du tout le même projet de société. Je vous réponds, nous ne sommes pas dans ce conflit. Nous sommes dans un conflit, celui d'une guerre coloniale qui donc est géopolitique et c'est là que c'est important. Il s'agit uniquement de cela. C'est que la paix ne pourra revenir que si on règle cette question, ce qui veut dire le droit pour les Palestiniens d'avoir un État et le droit pour Israël était sur de vivre, un territoire légitimement reconnu à Israël. Au sujet des attaques, était sur un territoire légitimement reconnu à Israël depuis 1948. Et vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, je vous dis que je condamne ce qu'a fait le Hamas. Donc la question n'est pas là. Mais c'est un moment absolument abominable. Mais puisque vous connaissez si bien l'histoire, vous savez comme moi que depuis le 1er janvier 2023, il y a eu 200 Palestiniens qui ont été tués avant le 7 octobre. Que Gaza, la vie à Gaza est une vie infernale qui a été menée. Qu'en Cisjordanie, il y a de plus en plus d'occupation et d'expropriation de terres de Palestiniens. Vous le savez. Vous connaissez cette histoire. Bien sûr, que c'est accru notamment depuis qu'il y a des ministres racistes et suprématistes dans le gouvernement d'extrême droite. On a apparemment vous, puisque vous m'expliquez on ne conteste pas cela. On ne conteste pas cela. Ça vous étonne que je dise qu'Israël est un État colonial. On essaie simplement de comprendre comment vous analysez ce qui s'est passé. Vous suggérez qu'Israël n'a pas le droit d'exister. Et vous le savez pertinemment. Mais non, ça c'est vous. C'est vous qui voulez fixer ce débat-là de la manière la pire qui soit. Monsieur Coquerel, vous avez une responsabilité. Mais j'ai la responsabilité. Vous avez une responsabilité. Pardon, vous pourrez me répondre. J'en ai pour 20 secondes. Vous avez une responsabilité. Mais vous aussi, vous avez une responsabilité. Ce récit il y a 12 000 civils qui sont tués. Vous avez aussi une responsabilité. Je ne crois pas que ce que je dis change grand-chose aux décisions que prend le gouvernement israélien. S'il vous plaît, pas en même temps. Posez votre question. Laissez-le poser sa question. Je pense que vous avez une responsabilité puisque ce récit d'une guerre coloniale est précisément ce qui agite. Même la résolution de l'ONU le condamne. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette histoire. Condamne l'occupation d'un certain nombre de lieux en Cisjordanie, mais ce récit d'une guerre coloniale, vous savez pertinemment que c'est ce qui fait précisément qu'Israël est confronté. Il y a une colonisation au vu de aucun autre État n'est confronté dans le monde puisqu'on ne lui reconnaît pas le droit de se défendre. Éric Coquerel, sur ce que Joe Biden a déclaré hier dans le Washington Post, lui, ce qu'il dit, c'est que la solution politique, elle doit passer par une réunification de Gaza et de la Cisjordanie sous une autorité palestinienne revitalisée. Ça doit passer par cela. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, sûrement. Mais sur l'idée d'une autorité palestinienne différente, revitalisée. Pour cela, il aurait peut-être fallu qu'on ne fragilise pas sans arrêt l'autorité palestinienne, comme le gouvernement israélien l'a fait. Et si vous êtes en Israël, beaucoup de journaux le disent, y compris dans l'avantage, même y compris le financement via le Qatar qui a été fait par le gouvernement israélien du Hamas pour fragiliser l'autorité palestinienne. Donc déjà, il faudrait commencer par permettre à l'administration israélienne à Gaza de fonctionner. Oui, ça doit passer par ce biais-là. Il y a des contre-vérités. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est que moi, je crois que la situation telle qu'elle s'aggrave, ça fera le malheur des deux peuples. Ça fait le malheur aujourd'hui des Palestiniens. Ça fait le malheur des Israéliens, mais ça fera encore plus malheur des Israéliens. Parce qu'un État colonisateur, vous ne pouvez pas, à un moment donné, sortir indemne de ça. Vous ne pouvez pas être en guerre permanente contre un autre peuple. Et c'est pour ça que, peut-être d'ailleurs, vous savez, la guerre du Kippour, vous savez comment elle s'est terminée. Cette guerre du Kippour, c'est ce qui a ouvert mais si on vous écoute, on va droit dans le mur, en fait. Non, je pense que la communauté entre deux armées régulières et non pas contre un groupe terroriste. Les armées régulières, c'est les occupants qui définissent ce qu'est une armée régulière. C'était contre l'armée syrienne et contre l'armée égyptienne. La guerre en Algérie, c'était nous qui décrétions que c'était pas une guerre et c'était un maintien de l'ordre. Maintenant, c'est pas le même rapport que nous avons par rapport à cette histoire coloniale. Donc, c'est toujours l'État colonisateur qui détermine si une armée est officielle ou pas. Ce que je dis, c'est que les Palestiniens ont le droit à un État. Que aujourd'hui, la situation qu'il aurait faite est une situation absolument invivable, intenable. D'accord? Et ça fait des années que ça dure, et ça fait des années même que ça dure encore plus durement depuis que M. Netanyahou, y compris, je vous le rappelle, avec des gens qui s'étaient réjouis de la mort de M. Rabin, gouverne ce pays. Donc, la situation, c'est qu'il faut que la communauté internationale, et encore une fois, vous voyez... Donc vous dites oui à ce que dit Joe Biden, mais il faut donner du crédit à cette nouvelle autorité palestinienne. Moi, je suis français. Non, mais laissez-moi terminer juste. Sauf que Joe Biden, il dit, ça doit d'abord passer par l'anéantissement du Hamas. Est-ce que si vous refusez de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut anéantir le Hamas? Vous me demandez la question aujourd'hui. Anéantir le Hamas, on voit bien ce que ça veut dire pour Israël. Ça veut dire anéantir les Palestiniens. Est-ce que vous vous rendez compte que l'ONU, c'est pas le France Insoumise, l'ONU parle de risque génocidaire.
Et vous êtes en train de me poser des questions, me laissant dire que si on demande que Israël ne soit plus un État colonial, qu'on sorte de l'État colonial, c'est qu'on remet en question l'existence d'Israël. Pour l'instant, ceux dont l'existence est menacée de manière, en termes de masse, ce sont les Palestiniens. Enfin, il faut donc, à un moment donné se rendre compte du deux poids, deux mesures auquel on assiste sur des plateaux de ce type. Vous disiez à l'instant que vous étiez plutôt d'accord avec les déclarations d'Emmanuel Macron. Oui, que faut-il faire? Emmanuel Macron renoue avec ce qui a été la tradition française, on peut dire depuis De Gaulle, c'est-à-dire une position équilibrée, et qu'il a raison de demander déjà un cessez-le-feu pour que des victimes arrêtent de mourir, pour qu'on arrête M. Netanyahou dans son projet dont je vous rappelle qu'il l'a expliqué le 23 septembre 2023 à une assemblée générale de l'ONU avec une carte où la bande de Gaza et la Cisjordanie avaient disparu, étaient devenues des entités israéliennes. Au moins, c'est clair comme projet. Donc, il faut l'arrêter là-dedans. Donc le cessez-le-feu et ensuite. Et après, il faut réouvrir des négociations de paix, d'accord, avec les Palestiniens qui détermineront quels seront leurs représentants sur la base des résolutions. Mais des négociations de paix entre qui et qui? Ah non, mais attendez, je suis là pour vous poser les questions. Des négociations de paix. Est-ce qu'on est pour comptabiliser tous les jours des centaines de morts palestiniens? Non. Le fait que les Palestiniens soient 1 500 000 soient partis du Nord, que maintenant c'est le Sud qui est bombardé, d'accord, de façon à ce que Gaza soit nettoyé. Moi, je pense que le peuple israélien ne va rien gagner à tout ça. Parce qu'on ne peut pas amener une guerre comme ça permanente contre un autre peuple, surtout quand on est isolé géographiquement à l'endroit où ils le sont. Donc, je crois que si on veut à un moment donné restaurer des chances de paix, oui, il faut faire ce qu'à un moment donné la France a fait au début des années 60, reconnaître le fait colonial et à partir de là négocier pour que les Palestiniens puissent disposer d'une autodétermination et vivre à côté, et je le mais sur à côté de l'État israélien dont les frontières devront être reconnues et où il aura le droit de vivre de manière sûre. Sur l'avenir, c'est-à-dire, est-ce que vous considérez que c'est le Hamas qui doit récupérer et continuer à contrôler cette nouvelle autorité palestinienne? Quand vous dites, quand on entend cette position française bien connue, deux États, n'est-ce pas, pour deux peuples, qui doit diriger l'autorité palestinienne? Je vais vous répondre autre chose. Sachant que le Hamas est un proto-État terroriste, que vous le vouliez ou non. Quand le Hamas n'est pas en Cisjordanie et que les Israéliens viennent de tuer 200 personnes sur le Hamas, et vous me répondez israélien. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe pour la population? Vous croyez que le Hamas ne peut pas prospérer en Cisjordanie parce qu'il apparaît comme ceux qui, quelque part, font face par rapport à ça? Tout ce qui est en train d'être fait renforce le Hamas. Voilà ce que je vous dis. Je vous pose la question sur le Hamas. Ça fait 20 ans mais je vous réponds qu'il n'y a pas eu un Israélien sur la bande de Gaza. Je ne suis pas palestinien. Je pense que c'est aux Palestiniens. Vous avez l'air de connaître quand même beaucoup de choses. Je pense que c'est aux Palestiniens. Oui, j'essaye de m'intéresser réellement et non pas à travers des yeux qui considèrent que Gaza ne serait qu'un repère d'islamisme. La réalité, à mon avis, est plus compliquée. Est-ce que vous savez que peu de temps avant, d'ailleurs, le 7 octobre, le Hamas était critiqué par les Palestiniens de Gaza? Vous le savez? Donc, aux Palestiniens, je vais vous dire une chose. Donc, qui fragilise l'autorité palestinienne? Israël, de manière démocratique, s'est donné un gouvernement très imprégné d'extrême droite avec des racistes et des suprématistes. D'accord? Grâce à la proportionnelle intégrale. Tirez-vous des leçons pour vos propositions institutionnelles en votation. C'est la réalité. Attendez, on peut parler de choses sérieuses. S'il vous plaît, avancez. C'est sérieux. Manifestement, c'est quand même le gouvernement qui s'est donné. Moi, je pense que les Palestiniens doivent se donner une représentation. Je suis pour essayer de faire en sorte. Ah oui, démocratique. Ah oui. Et vous savez qu'il y a eu des élections dans la bande de Gaza. Vous savez, le Hamas a un projet démocratique pour vous? Mais la question n'est pas. Mais aujourd'hui, la question c'est pas le Hamas. Attendez, la question principale aujourd'hui, c'est pas de savoir si le Hamas a un projet démocratique. La question, c'est que vous avez aujourd'hui un peuple qui est en train de se faire massacrer entièrement. Là, c'est pas des massacres qu'on peut tous condamner tel qu'il y a eu le 7 octobre, c'est qu'il y a un peuple qui est en train de subir un nettoyage ethnique. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Votre question par rapport à ça, qui inverse en réalité la causalité, la responsabilité. Même en reprenant les chiffres du Hamas et de l'ONU, et je tiens à rappeler, parce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez des membres de l'ONU. Oui, les agents, sans agents de l'ONU. J'aimerais aller au bout de ma phrase. Les salariés des agences de l'ONU ont menacé un certain nombre de salariés de l'agence gérant les réfugiés à Gaza, ont menacé les civils gazaouis
en faisant en sorte qu'il reste des boucliers humains. Est-ce que vous considérez que c'est une source crédible? Oui, mais ça a été, ils l'ont publié sur leur réseau, ils l'ont publié sur leurs réseaux sociaux. J'en sais rien, parce que tout à l'heure, vous m'attribuez à moi des choses que je n'ai jamais dit, donc je me méfie de ce que vous dites. Je voudrais qu'on parle. Non, je ne vous attribue rien du tout. Si, vous expliquez qu'il y avait Israël est un État colonial, on pense non, mais j'avais quand même cette question-là. Je vous réponds. Même en prenant au sérieux les chiffres du Hamas, non, il ne m'a pas répondu, je ne l'ai pas posé. Même en prenant au sérieux les chiffres du Hamas, est-ce que vous pouvez sérieusement considérer, et c'est une tragédie, que 12 000 morts, ça représente un génocide de 2 millions de Palestiniens? Mais quand vous tuez 12 000 personnes... Mais c'est une tragédie, ça n'est pas un génocide. Moi, je vous ai parlé de nettoyage ethnique. C'est l'ONU qui parle de risque génocidaire. Peut-être que l'ONU s'interroge sur ce qui est en train de se passer. Vous parlez de massacre d'un peuple entier. Moi, je vous parle de jouer sur les mots, soyez au moins honnête. 12 000 personnes qui sont massacrées, donc 4 500. Mais c'est une tragédie, monsieur. Non, c'est un massacre. Excusez-moi. Moi, je suis capable de dire... Moi, je suis capable de vous dire qu'il y a eu un massacre le 7 octobre. Soyez capable de dire que quand il y a 2 000 morts, c'est un massacre. C'est le massacre d'un peuple entier. Je vous dis, moi, que l'objectif... En fait, il faut que je me lève pour que vous m'écoutiez. Voilà, donc maintenant ça suffit. Je voudrais reprendre la main sur cette interview. Et c'est maintenant, c'est moi qui vous dis que je voudrais qu'on parle des répercussions de ce conflit en France et de ces déclarations de Manuel Valls qui concernent, en l'occurrence, l'un de vos proches. Écoutez. C'est la première fois qu'une force de gauche, de manière aussi massive, tient un discours antisémite. Antisémite? Oui. Jean-Luc Mélenchon? La haine, oui. Il est antisémite? Oui. Son tweet à l'occasion du déplacement de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, en Israël, est un tweet antisémite. Son discours contre Israël ou la participation à des manifestations où, bon sang, on a hurlé « mort aux Juifs ». On a hurlé « mort aux Juifs » dans une manifestation à Paris plusieurs fois, ce qui n'était jamais arrivé depuis la libération. Quand on nourrit un tel discours vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire on refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste, où on explique que c'est même une organisation de résistance. Le mot résistance veut dire quelque chose dans notre pays, donc on est là dans quelque chose de gravissime. Ces mots de Manuel Valls. Que pèse Manuel Valls encore pour être autant invité à balancer des mensonges comme ça? J'ai fait toutes les manifestations depuis 3 semaines sur la Palestine. Tous vos confrères pourront le dire. Il n'y a jamais eu un panneau et de cris de « à mort les Juifs ». Jamais. D'accord? Il n'y a jamais eu de panneau de ce type. Donc pourquoi mentir? Pourquoi pousser les gens les uns contre les autres? Pourquoi diviser? Pourquoi importer ici la guerre de la religion à laquelle nous invite M. Netanyahou? C'est absolument irresponsable. Monsieur Valls, c'est irresponsable. Moi, je comprends pas très bien qu'on continue comme ça à l'inviter sur les plateaux, dire des choses de ce type. Donc, ce que je vous dis, c'est un mensonge. Et quant aux accusations d'antisémitisme qui nous est faites, excusez-moi, mais il y a une façon, depuis maintenant plusieurs années, de considérer qu'à partir du moment où, sur la question israélo-palestinienne, vous n'êtes pas aligné derrière la politique du gouvernement israélien, eh bien, en réalité, ça serait un antisionisme qui vaut antisémitisme. Je récuse ça parce que ça sert à quelque chose. Ça sert à faire en sorte que la principale force d'opposition qui aujourd'hui dit depuis, et je suis content que maintenant Emmanuel Macron y vient, parce que peut-être qu'il faudrait écouter ça d'abord de France Insoumise. Nous sommes les premiers qui avons dit il faut un cessez-le-feu, il faut laisser une chance à la paix. Bon, eh bien, soit délégitimé parce qu'on les traite d'antisémites. Donc, je trouve que M. Valls est un incendiaire, d'accord, un pyromane. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'il le fait, et de ce point de vue-là, je récuse absolument tous ses propos. Mais en participant à la marche contre l'antisémitisme, vous auriez pu lui donner tort. Mais la marche contre l'antisémitisme, si ça avait été une marche qui quelque part appréhendait l'ensemble du conflit, puisqu'elle l'a fait à partir du conflit, qui avait parlé des massacres du 7 octobre, mais aussi les bombardements sur Gaza, pour le conflit. Ce qui n'a pas été le cas. Si elle avait parlé du refus justement qu'on importe dans ce pays une guerre de religion, ça vaut pour l'antisémitisme qu'il faut absolument combattre tous les jours. Mais aussi, l'intitulé était simple, il s'agissait de marcher contre l'antisémitisme en France. D'actes islamophobes qui sont en train de se développer en France, eh bien, cette marche aurait pu unir. Mais ce n'est pas ce qu'elle a voulu faire. Cette marche a voulu dire que depuis le 7 octobre, d'accord, sous une certaine singularisation de l'antisémitisme, on apportait en France ça, et c'était une marche qui, quelque part, était partiale. C'est exactement le contraire. Vous êtes à la question, non, c'est pas le contraire, était partiale. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez, c'est pour ça que vous n'y avez pas participé. Voilà. En tout cas, on sent que ça vous touche, ce qu'a dit Manuel Valls. Non, c'est ce qui m'énerve, je vais vous dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi M. Manuel Valls est invité comme ça. Cette personne ne pèse plus rien dans le champ politique. Il a eu des responsabilités politiques importantes. Je l'invite au même titre que je vous invite. Mais je ne vous dis pas, c'était une autre chaîne. C'était pas vous. Voyez, oui, enfin, on l'a déjà eu sur ce plateau. Mais je ne comprends pas quel est son propos, en plus en mentant. Voilà, je vous dis
quand M. Valls dit il y a des à mort les juifs dans les manifestations. Et pourquoi c'est dangereux? Je vais vous dire pourquoi c'est dangereux. Parce que quand il explique il monte les gens les uns contre les autres. Quand on entend Israël assassin dans ces manifestations, c'est pas contre le gouvernement. De religion ou de supposée de religion juive par rapport à cette manifestation en se disant ce qui est là-dedans, c'est nos ennemis, en réalité. Bon. C'est donc une manière d'opposer le pays. Moi, je ne veux pas qu'on divise le pays. Je ne veux pas qu'on importe ce conflit sous la traduction d'une guerre de religion, parce que ce n'est pas une guerre de religion. Merci Éric Coquerel. Non, c'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.